Salut! Comme chaque semaine, Soraya, Nico et moi, on vous parle de l'actu, de la toile et des séries. Je suis le maître du canapé, le MC encore cette semaine, c'est donc moi qui commence. Et je vais vous parler du transporteur d'M6, de Besson, de la télé, et ça va saigner. Pour ma part, je vous parlerai du nouveau site de Marc Dorcel, Dorcel, 2LE. Vraie révolution ou fausse bonne idée, on en reparlera. Quant à moi, je vais vous parler de littérature et de Twitter, et on verra que les deux peuvent aller de pair. La semaine dernière, j'étais super enthousiaste sur les revenants de Canal+, mais comme le petit plaisir de la critique, c'est quand même de saquer de temps en temps des séries, là je prends le bazooka et je défonce une énorme ambulance, tout le monde va le faire, c'est sûr, je vais pas être le seul. Le transporteur version série arrive sur M6 et franchement c'est une catastrophe. Tous les journalistes qui ont pu voir un seul épisode, je tiens à le préciser, on n'a pas vu toute la saison, on n'a vu qu'un épisode, mais ça suffit à se faire une idée quand même de cette histoire qui est l'adaptation des films produits par Luc Besson avec Jason Statham, le roi de la tatane, qui suit un personnage en costard qui n'est pas un chauffeur, qui est un transporteur et qui promène des colis plus ou moins dangereux d'un personnage antipathique à un personnage patibulaire et qui a priori n'a pas trop de morale. Et ce personnage-là devient un héros de série télé et c'est assez accablant. C'est une série dont le scénario tient clairement sur un ticket de métro, voire un timbre-poste. Ouais. C'est assez catastrophique, qui est réalisé platement, qui est franchement presque involontairement humoristique. C'est-à-dire que c'est pas censé être une comédie, mais on se tord de rire tellement c'est pas possible de faire des histoires pareilles avec des dialogues aussi nuls et aussi improbables et avec une VF qui me fait penser à Mosinor. Je sais pas si vous vous souvenez de ce mec qui fait des vidéos qui qui exagèrent sur le doublage et particulièrement ça m'a fait penser à cette vidéo de Mosinor. Je crois que c'est vous qui faites les scénarios. Je me sers d'un ordinateur. Ah ouais? C'est un générateur de scénarios aléatoires. Ça vient des States. Et voilà, un taxi protège une pute en banlieue. C'est pas mal comme idée Ça fait d'ailleurs. penser à Taxi Driver. C'est quoi ça? C'est ce genre de scénario-là qu'on voit dans Le Transporteur, qui n'a pas été fait par Luc Besson. Luc Besson a juste vendu les droits. Par contre, Luc Besson vient de faire une série sur TF1 qui s'appelle No Limites, qui a bien marché, qui a été renouvelée pour une deuxième saison, et qui est aussi une espèce d'ambition de faire du blockbuster à la française. Alors sauf si Le Transporteur, c'est une coproduction internationale, donc 3 millions d'euros, c'est un gros truc. No Limites, ça reste une série franco-française. Et ces séries-là, c'est censé être des plaisirs coupables, donc soit c'est une bonne chose, moi j'ai envie de voir des blockbusters à la française. Le problème, c'est qu'artistiquement, il n'y a aucune ambition. Luc Besson au cinéma fait des gros films qui font rentrer énormément d'argent et derrière produit des films d'auteur, des films avec de l'ambition artistique. J'aimerais que Luc Besson puisse faire ça à la télévision et que ces horreurs qu'il est en train de nous sortir, directement ou indirectement, encore une fois, il dit qu'il n'a rien à faire avec Le Transporteur et qu'il n'a pas dépensé d'argent là-dedans et qu'il n'a même pas vu les scénarios, soit, mais qu'on puisse derrière, avec l'argent que ces séries vont rapporter, parce qu'il y a des chances qu'elles rapportent quand même de l'argent, faire des séries d'auteurs. Et ça serait bien et ça serait un vrai pas en avant pour la télé française. Pour ma part, cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'un site d'un genre nouveau qui a littéralement transporté la toile française cette semaine. Et oui, moi aussi, je sais faire des petits jeux de mots à la pierre à l'anglais. Donc, j'ai une question pour vous. Si je vous dis une femme française sur 2 en visionne seule et 8 femmes françaises sur 10 de plus de 18 ans, on a déjà visionné seul, entièrement ou partiellement. Les documentaires animaliers. Documentaires animaliers? Ouais. Eh bien non, il ne s'agit absolument pas des documentaires animaliers, mais bel et bien des films pornographiques. Ces chiffres sont issus d'une étude très sérieuse qui a été commandée par Marc Dorcel à l'Institut IFOP en septembre dernier. Marc Dorcel, vous savez qui c'est? Non. Non? Ouais, non. genre. Allez, Marc Dorcel, c'est le producteur français, the producteur de l'industrie pornographique avec un chiffre d'affaires quand même de 26 millions d'euros. Cette commande n'est pas venue par hasard, puisqu'au même moment, donc les chiffres sortaient sur le web et sortait aussi le nouveau webzine de Marc Dorcel, Dorcel, E2LE.com, le webzine 100% féminin fait par des femmes pour des femmes, dans lequel on peut retrouver des interviews, des témoignages, des tips pour des nuits un peu plus épicées et surtout des vidéos pornographiques. Tout ça part d'un constat assez simple, les sites pornographiques actuels sont absolument pas en phase avec les désirs des femmes. Dans cette étude d'ailleurs, on retrouve que 71% des femmes jugent soit que les hommes dans ces films ont des membres un peu démesurés,
ou alors que les scénarios sont absolument pas en phase avec leurs désirs et leurs fantasmes, et enfin que l'image de la femme est globalement dégradée. Alors stratégiquement et économiquement parlant, c'est plutôt judicieux de la part de Marc Dorcel, lorsqu'on sait qu'un livre comme 50 Shades of Grey a rencontré un succès mondial et phénoménal, ou encore, j'ai lu dans Grazia d'ailleurs, qu'on avait maintenant des cours de mummy porn. Avec des momies. Ouais, on va arrêter les blagues. Mummy porn, c'est le courant littéraire d'ailleurs issu de 50 Shades of Grey qui a destination un peu à émoustiller la ménagère et qui rencontre un franc succès. Donc globalement, moi j'ai envie de dire, il s'agit juste de se tailler une part du gâteau, dans un gâteau quand même qui vaut 60 milliards de dollars. 60 milliards de dollars, c'est tout ce que l'industrie pornographique brasse aujourd'hui. Donc quand même 4 milliards de dollars uniquement sur le web. Ça se passe comme ça dans le Very Show, les femmes parlent de porno et les mecs parlent de littérature, plus précisément de littérature sur Twitter, parce qu'en ce moment même a lieu le festival Twitter de la fiction. Alors c'est quoi? C'est tout simplement les participants à ce festival qui doivent raconter une histoire sur Twitter, donc en respectant les codes du réseau, la fameuse limitation à 140 caractères. Il y a donc 29 projets qui ont été retenus. Le festival, il a lieu en ce moment même, il s'arrête dimanche, donc c'est un peu tôt pour savoir ce que ça donne, mais déjà, on peut mettre en avant de belles idées comme celle de Jeff Balek. Jeff Balek, c'est un écrivain français et il a imaginé All Sinners. All Sinners, c'est le récit d'habitants d'une ville fictive, Yumington, qui est touché par une tempête. Alors ça, c'est le point de départ. Après, les internautes sont invités à proposer des tweets comme des petites expériences personnelles fictives. Et Jeff Balek, après, fait une sélection de ses tweets préférés. Et ça fait l'histoire de Yumington et de ses habitants au cœur de la tempête. Et c'est à suivre sur un compte Twitter qui s'appelle twitter.com/allsinnerssérie. Alors, encore une fois, on ne sait pas encore exactement ce que ça a donné sous sa forme finale, mais on sait que ce n'est pas la première incursion de Twitter au sein de la sphère littéraire, ou de la sphère littéraire au sein de Twitter. Jennifer Egan, est-ce que ça vous dit quelque chose? Il me semble qu'elle a gagné un prix, mais alors je sais plus lequel. C'était un prix Pulitzer, voilà. Jennifer Egan, c'est pas n'importe qui. Elle a remporté un prix Pulitzer et elle avait publié un roman qui s'appelle Black Box. Ouais, c'est d'ailleurs disponible sous forme d'e-book un peu partout sur Internet et c'est tout simplement un thriller. Plutôt haletant, je dois dire, mais sous format tweet. C'est tout simplement une série de tweets qui raconte une histoire d'espion. Autre exemple assez rigolo, celui de Junot Diaz. Alors Junot Diaz, c'est un écrivain américain, et lui, il était allé encore plus loin. Il avait utilisé une radio locale à Miami, sur laquelle il avait demandé à diffuser la première phrase de son roman. Cette première phrase, c'est « Les chiens ont aboyé toute la nuit ». Il faut bien commencer quelque part. Ça commence mal. Voilà, et par la suite, les auditeurs et les internautes proposaient la suite, eux, comment ils voyaient l'histoire se développer. Voilà, ouais, exactement. Ouais, alors, est-ce que Twitter est un genre littéraire en soi? La question, bon, on laisse les experts en débattre. Peut-être. Et justement, en parlant d'experts, la question a été posée à Bernard Pivot. Bernard Pivot, grand monsieur, mais également tweetos. On lui a posé la question lors d'une interview. D'après vous, quels écrivains auraient tweeté le plus? Et il a répondu du tac au tac. Les moralistes, auteurs de maximes comme François de La Rochefoucauld, qui a inventé le tweet avant tout le monde, au XVIIe siècle donc. Voilà, c'est la fin de ce troisième Very Show. Comme d'habitude, vous connaissez la manœuvre pour choisir qui sera assis au centre du canapé la semaine prochaine. Sur tes genoux? Oui, pourquoi pas sur mes genoux. Vous choisissez nos hashtags et vous élisez le MC, le maître du canapé pour la semaine prochaine. D'ici là, tweetez-nous, commentez-nous, abonnez-vous à la chaîne Very Watch et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye, salut.